Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Étonnez-vous après cela que le monde ait mauvaise mine, qu'il soit difficile d'y afficher le bonheur, surtout hélas quand on est un écrivain. Cependant, j'essaie personnellement de ne pas me laisser influencer. Je garde du respect pour le bonheur et les gens heureux, et je m'efforce, par hygiène, de me trouver le plus souvent possible sur un des lieux de mon bonheur, je veux dire le théâtre. Elle erre dans les coulisses d'un théâtre. Elle se souvient du chemin parcouru depuis sa naissance en 1922 à la Corogne, en Espagne. Elle se souvient de son père, avocat, Premier ministre de la Seconde République espagnole, contraint de démissionner en 1936 lors de l'éclatement de l'insurrection militaire. Elle se souvient de ses premiers cours de théâtre à Madrid, de leur fuite pour Paris. Elle découvre la France, Paris, la langue française et aussi la comédie française. Elle, c'est Maria Casares. Lui, il est seul dans son bureau. Il écrit et il pense. Il pense à l'absurdité de la vie. Il revoit le soleil brûlant de l'Algérie, son père ouvrier agricole, sa mère servante, Bellecour, le quartier de son enfance à Alger, son instituteur, M. Germain, le lycée Bugeaud. Il revoit son professeur Jean Grenier, qui lui a fait entrevoir les joies du football et de la philosophie. Il a découvert le journalisme à l'Alger républicain, où il a été notamment chargé de rendre compte des procès politiques algériens. À Paris, il a été engagé à Paris Soir. Maintenant, il milite dans un mouvement de résistance et publie des articles dans Combat. Lui, c'est Albert Camus. Mère décédée, enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier.
L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, ce n'est pas ma faute. Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée. Et tout aura revêtu une allure plus officielle. Maria erre dans les coulisses du théâtre. Poussée par des amis de la famille, les acteurs Pierre Alcover et son épouse, elle travaille sa diction pour perdre son accent espagnol. Elle étudie pour passer son bac, pour intégrer le cours Simon. Elle veut y arriver. Elle ne sait pas encore qu'elle va devenir l'une des plus grandes tragédiennes françaises de la seconde moitié du XXe siècle. Elle ne sait pas qu'elle va jouer dans plus de 120 pièces, aussi bien classiques que contemporaines. Elle ne sait pas non plus qu'elle deviendra pensionnaire de la Comédie Française, puis comédienne au TNP de Jean Vilar, et qu'elle sera ainsi l'une des premières comédiennes à donner au Festival d'Avignon ses lettres de noblesse. Pour le moment, elle travaille le concours d'entrée au Conservatoire national d'art dramatique. L'échelle de monnaie moutonne à la nuit, elle claire dans le brouillard clair, qui sent bon les jeunes belles. Des arbres et des moulins sont légers sur le vert tendre. Colloque sentimental de Paul Verlaine. Dans le vieux parc solitaire et glacé, 2 formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, 2 spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'ils m'en souviennent? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les bonheurs, les beaux jours de bonheur indicible où nous joignions nos bouches. C'est possible. Qu'il était bleu le ciel, et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. Tels ils marchaient dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Albert pense à l'absurdité de la condition humaine, mais aussi à la révolte comme réponse à l'absurde. Révolte qui conduit à l'action et donne un sens au monde et à l'existence. Il pense à sa famille intellectuelle, de Saint-Germain-des-Prés et du Café de Flore, à ses amis Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso, Simone de Beauvoir, Gaston Gallimard, Michel Léris. Il ne sait pas encore qu'il deviendra prix Nobel de littérature en 1957. Il ne sait pas non plus qu'il va être critiqué, puis haï par ses amis d'aujourd'hui pour ses prises de position sur le goulag en URSS et sur la guerre d'Algérie. Pour le moment, il travaille sur ses prochains livres, L'étranger et le mythe de Sisyphe. Auf den Baustellen der ganz Deutschland erfasste, überall herrscht seit einem Jahr Regen und für den deutschen Exil. Deutschland, für Deutschland, nicht losgehen! Bruit de bottes résonne dans la capitale. Maria se réfugie à Bordeaux,
puis quelques jours après dans la villa Le Poivron, rue de la Paix à Lacanau, sur les dunes du Nord qui bordent l'océan. Elle a 18 ans. Là, elle est déjà séduite par l'océan et son littoral, pour lesquels elle a dans ses écrits des accents lyriques. Ici, tout disparaît, avec l'odeur d'algues et de pin, le goût sur les lèvres de sel et d'iode. Une fois passées les dunes, je vois devant moi, à perte de vue tout au long d'une plage infinie, un titanesque taureau, l'océan. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Comme un seul homme et sans faiblesse, avec au ventre la peur qui les tenaille, ils sautent de la barge. Dans l'eau froide, rougis par le sang des précédents, ils essaient d'atteindre la plage parmi les vagues d'une mer en colère. Ils courent, courbés, sous la mitraille, récitant une prière et appelant leur mère. Les obus tombent autour d'eux, et pour beaucoup, ce jour naissant sera le dernier. Chacun se demande, comment vais-je me comporter? Serais-je un lâche ou un héros? Le 5 juin 1944, Maria et Albert sont chez le metteur en scène Charles Dulin, rue de la Tour d'Auvergne, une soirée organisée par Sartre et Beauvoir. Maria s'est déjà fait remarquer avec le premier rôle dans D'Erdre des douleurs de singe, au Théâtre des Mathurins en 1942. Elle est de nouveau choisie pour incarner Martha dans Le Malentendu d'Albert Camus. Le bel écrivain, aux yeux clairs et la brune mince et piquante, s'isole. Et le 6 juin 1944, jour du D-Day, Albert et Maria deviennent amants. Elle a 21 ans, il en a 30. Il ne s'agit là encore que du prélude à la grande histoire amoureuse qui va les unir. Le 24 juin 1944, représentation de la pièce Le Malentendu au Théâtre des Mathurins. Rêvant de faire fortune et d'aller vivre au soleil, Martha et sa mère assassinent pour les dépouiller les clients de leur auberge. Le frère de Martha, parti depuis 20 ans et revenu incognito, sera leur dernière victime. Quand elles découvrent qui elles ont tué, les deux femmes se suicident. D'un malentendu, Camus a fait le sujet d'une tragédie moderne. Déjà mise au jour par le mythe de Sisyphe, l'absurdité de la condition humaine donne au malentendu d'étranges résonances. Le 24 juin 1944, représentation de la pièce Le Malentendu au Théâtre des Mathurins. Rêvant de faire fortune et d'aller vivre au soleil, Martha et sa mère assassinent pour les dépouiller les clients de leur auberge. Le frère de Martha, parti depuis 20 ans et revenu incognito, sera leur dernière victime. Quand elles découvrent qui elles ont tué, les deux femmes se suicident. D'un malentendu, Camus a fait le sujet d'une tragédie moderne. Déjà mise au jour par le mythe de Sisyphe, l'absurdité de la condition humaine donne au malentendu d'étranges résonances. N'êtes-vous donc pas certaine qu'une mère puisse aimer sa fille? Je ne voudrais pas te blesser maintenant, Martha. Mais il est vrai que ce n'est pas la même chose, c'est moins fort. Comment pourrais-je me passer de l'amour de mon fils?
Bel amour qui vous oublie à 20 ans. Oui, bel amour qui survit à 20 ans de silence. Mais qu'importe, cet amour est assez beau pour moi puisque je ne peux vivre en dehors de lui. Il n'est pas possible que vous disiez cela sans l'ombre d'une révolte ou sans une pensée pour votre fille. Non, je n'ai de pensée pour rien et moins encore de révolte. C'est la punition, Martha. Et je suppose qu'il est une heure où tous les meurtriers sont comme moi, vidés par l'intérieur, stériles, sans avenir possible. C'est pour ça qu'on les supprime et ne sont bons à rien. Vous tenez un langage que je méprise et je ne puis vous entendre parler de crime et de punition. Je dis ce qui me vient à la bouche, rien de plus. Oh, j'ai perdu ma liberté. C'est l'enfer qui a commencé. Vous ne disiez pas cela auparavant, et pendant toutes ces années, vous avez continué à vous tenir près de moi et à prendre d'une main ferme les jambes de ceux qui devaient mourir. Vous ne pensiez pas alors à la liberté et à l'enfer. Mais par habitude, comme une porte, il suffisait de la douleur pour te transformer. Et c'est cela que mon fils est venu changer. Oh, mais je sais, Martha, cela n'est pas raisonnable. Que signifie la douleur pour une criminelle? Mais aussi, tu le vois, ce n'est pas une vraie douleur de mère. Je n'ai pas encore crié. Ce n'est rien d'autre que la souffrance de renaître à l'amour. Et cependant, elle me dépasse. Je sais aussi que cette souffrance non plus n'a pas de raison. Mais ce monde lui-même n'est pas raisonnable, et je puis bien le dire. Moi qui en ai tout goûté, depuis la création jusqu'à la destruction. Non, mais vous ne me quitterez pas. N'oubliez pas que je suis celle qui est restée, que lui était parti, que vous m'avez eu pour vous toute une vie, et que lui vous a laissé dans le silence. Cela se paie, cela doit entrer en compte. Et c'est vers moi que vous devez revenir. Il est vrai, Martha. Mais lui, je l'ai tué. Tout ce que la vie peut donner à un homme lui a été donné. Il a quitté le pays, il a connu d'autres espaces, la mer, des êtres libres. Moi, je suis restée ici. Je suis restée petite et sombre, dans l'ennui, enfermée au cœur du continent, et j'ai grandi dans l'épaisseur des terres. Personne n'a embrassé ma bouche, et même vous, mère, n'avez jamais vu mon corps sans vêtements. Oh, mère, je vous le jure, cela doit se payer, et sous le vain prétexte qu'un homme est mort, vous ne pouvez vous dérober au moment où j'allais recevoir ce qui m'est dû. Comprenez que pour un homme qui a vécu, la mort est une petite affaire. Nous pouvons oublier mon frère et votre fils, ce qui est arrivé sans importance, il n'avait plus rien à connaître. Et moi, me priver de tout. Vous m'ôtez tout ce dont il a joui. Faut-il encore qu'il m'enlève l'amour de ma mère et qu'il vous entraîne pour toujours dans sa rivière glacée? Je me contenterai de si peu. Mère, il y a des mots que je n'ai jamais su prononcer, mais il me semble qu'il y aurait de la douceur à recommencer notre vie d'avant. Tu l'avais reconnu? Non. Je n'avais gardé aucune image de lui. Cela est arrivé comme ça devait arriver. Vous l'avez dit vous-même, ce monde n'est pas raisonnable. Mais vous n'avez pas tout à fait tort de me poser cette question. Alors je sais maintenant que si je l'avais reconnu, cela n'aurait rien changé. Je crois que cela n'est pas vrai. Les pires meurtriers connaissent les heures blondes des armes. Je les connais aussi. Mais ce n'est pas devant un frère inconnu et indifférent que j'aurais baissé le front. Devant qui donc alors? Devant vous. Mon cher amour, voici une lettre dont je voudrais tant qu'elle t'attende au bord de l'océan.
Je ne m'habitue pas décidément à ces séparations. Et ce matin, je me suis réveillé avec l'âme coincée. Je suis pourtant reposé maintenant à la suite de 2 nuits convenables. Et le pays, quoique austère et beau, ne me plaît pas. J'ai commencé à corriger mes épreuves. Je lis Sainte-Beuve, je flâne. Mais le mieux est que tu m'imagines en marmotte, les yeux à demi fermés et le corps somnolent. Tu me réveilleras au début septembre. C'est une manière aussi de me défendre contre la dépression qui suit pour moi la fin d'un livre. Je crains ce vide. Et il me semble que j'ai tant travaillé ces temps-ci que le vide devait être plus grand. Cher amour, sois heureuse au bord de ton océan. Épouse ces vagues et elles seules. Je te laisse dormir un mois sur ce sable humide et je viendrai te réveiller à mon tour. Tout ce que je voudrais, c'est qu'au début de ce séjour, tu lises ici la certitude dont tu as besoin. Ma constante pensée, la tendresse, l'amour, l'infinie compréhension où je vise avec toi. La chance de ma vie, car ce ne peut être un mérite, est d'avoir obtenu ce merveilleux compagnon qui va manquer pendant 1 mois à toutes mes journées et toutes mes nuits. Dors, nage, vis animalement et sois contente de toi et de la vie. Nous avons encore tant à faire et à aimer ensemble. J'embrasse tes yeux d'océan. Parle-moi de la mer. Nous sommes en juillet 1951. Maria a chargé Albert Camus de lui faire quelques projets de lettres pour lui trouver une villégiature à Lacanau-Océan où elle souhaite retourner. Monsieur, je rêve parfois au milieu des flammes où je vis, car l'art dramatique est un bûcher que l'auteur allume lui-même pour s'y consumer tous les soirs. Je rêve d'un lieu sans règles ni limites, où éteindre enfin ce feu qui me pousse. Il y faudrait beaucoup d'eau. J'ai pensé que votre côte au nom clair ne se refuserait pas d'accueillir l'humble prêtresse et son frère d'art pour recouvrir leur solitude des embruns inlassables de la mer éternelle. 2 pièces et 2 cœurs, quelques planches, la mer qui siffle à mes pieds et le meilleur marché possible. Voici mes souhaits. Août 1951. Maria a bien trouvé une location, mais pas à la Villa Le Poivron qu'elle avait tant aimée en 1940. Dès le 2 août, elle envoie une première lettre à Albert qui l'attend avec amour sur son lieu de vacances, à Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Le frère d'art dont parle parfois Maria est un artiste ami du couple Kervénal. Pierrot, qui va lui servir d'homme à tout faire et de compagnon, est le fils d'un couple d'amis, les Merveillaux, qui habitent à Sainte-Foy-la-Grande. Ils ont une grande estime et beaucoup d'affection pour Albert et Maria. Albert est soucieux et semble déprimé. Sur son lieu de vacances, il se lamente, il est fatigué, fait un malaise. Il vient de publier un nouvel ouvrage, L'homme révolté, un livre de près de 400 pages. Nous portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages. Mais notre tâche n'est pas de les déchaîner à travers le monde. Elle est de les combattre en nous-mêmes et dans les autres. Nous sommes décidés à supprimer la politique pour la remplacer par la morale. C'est ce que nous appelons une révolution. Nous sommes au tout début d'août 1951. Albert se désespère de ne recevoir aucune nouvelle pendant 3 jours, au cours desquels il adresse 4 lettres à Maria. Elle lui a cependant envoyé une première lettre le 2 août.
Mon cher amour, j'ai appris seulement ton adresse hier dans la matinée, et la journée et la nuit ont été trop bousculées pour trouver un moment et l'énergie suffisante pour écrire. J'aurais pu t'envoyer un petit mot, mais je tenais à te raconter 1000 impressions, autant de petits événements, et j'ai préféré attendre ce soir pour le faire. Aujourd'hui, j'ai tâté pour la première fois de l'océan. Je l'avais longuement regardé hier à l'arrivée et plus tard dans la nuit. Je l'avais désiré profondément ce matin durant toute une longue promenade sur la plage déserte. J'ai lu ta dernière, ta savoureuse lettre sur la plage. Tu y disais « épouse les vagues ». Tu as dit et j'ai obéi. J'ai couru dans le vent et le froid face à cette immensité. Elle était belle. Infinie, désolée, somptueuse, sereine, féconde, effrayante de tranquillité, superbe. Oh, qu'elle était belle! Les vagues recommençaient sans répit, 4 lignes blanches, droites, resplendissantes, depuis le ciel gris mauve là-bas, à gauche, loin, très loin, jusqu'au lourd nuage noir, très loin à droite. Elle recommençait ce mouvement, fixe et calme, sans blessure, sans sursaut, sans élan, miraculeusement. Je suis restée longtemps plantée là dans le sable, comme un piquet. Et soudain, un désir fou s'est emparé de moi. J'ai désiré une de ces vagues, comme on désire un homme. J'ai voulu connaître son odeur, son goût, sa caresse. J'ai voulu la bouleverser, la désordonner, l'émouvoir, la détourner, la distraire de sa monotonie angoissante. Mon pauvre chéri, 5 minutes après, je gisais sur le sable, les membres dénoués, les yeux exorbités, les genoux déchirés, l'estomac gonflé d'eau et de sable, rouge jusqu'au cœur, épuisée, haletante, chantant dans mon fort intérieur les charmes de la Méditerranée indifférente, et vouant mon cher océan à tous les démons. Ah, ces vagues, bon Dieu que j'ai eu peur. Un reflux m'entraînait irrémédiablement vers l'antre le plus sombre de l'Atlantique. Les vagues arrivaient, se précipitaient, folles, échevelées, écumantes, comme des volcans de neige. Impossible de les éviter en plongeant, impossible de soutenir leur poussée debout. Si tu m'avais vu, une poupée de son, les bras d'un côté, les jambes de l'autre, la tête ballottante et l'œil égaré, un vrai pantin. Après 5 minutes, qui ont duré une éternité, je me suis retrouvée je ne sais comment sur le sable de la plage. Un tantinet vexé. Si demain, Neptune ne fait pas un effort pour me faire oublier ce mauvais moment, je crois que nous nous fâcherons à vie, enfin. Me voici saine et sauve à la Villa Le Gray. Je tenais à te raconter mes aventures et te dire surtout mon amour, toujours renaissant. Il faut que tu saches, mon chéri, combien tu m'aides à vivre bien ici et ailleurs. Cette lettre que j'ai reçue aujourd'hui, je la relis pour la énième fois, mon cher, cher amour. Oui, mon bel amour, nous avons encore à faire et à aimer ensemble. Nous avons encore à partager sagement, passionnément, royalement, beaucoup de joies et beaucoup de peines. Repose-toi, dors, mange, vis. Je t'attends, je t'aime. Je t'embrasse, mon beau prince, plein de grâce. J'embrasse tout en toi. Maria. Maria continue à adresser à Albert des missives enflammées. Et lui continue d'écrire des lettres inondées de désespoir de n'en recevoir aucune, en proie à un doute extrême. Mais, miracle, le 7 août, il reçoit enfin la lettre de Maria.
Quelle joie, mon amour, de recevoir enfin hier ta bonne lettre. Je m'en voulais d'avoir été si sot, si vulnérable à la moindre difficulté qui nous sépare. J'aurais dû penser qu'il n'y avait pas de ligne de chemin de fer entre nos deux trous. Ces délais de route pour faire 500 km sont invraisemblables. Il n'empêche que je suis bien stupide et bien honteux de ces vilaines journées stériles et tristes, pleines de ruminations imbéciles. Je n'ose même pas te dire tout ce qui m'est venu à l'esprit. Tu rirais bien. Le fait est là. En ce qui nous concerne, je ne suis pas normal. Un contretemps, et voilà un esprit, une imagination, une logique qui jusque-là fonctionne normalement et qui se mettent à dérailler, à s'activer d'une façon démente. Pardonne-moi, mon cher amour, ma grande amie. S'il était besoin de le faire, ces quelques jours m'ont encore apporté la preuve que je ne sais pas vivre sans toi. Mais depuis hier, tout est changé. Je lis et relis ta lettre, je respire notre amour, je m'étale dans nos plaisirs. Je me suis remis à la correction de mes épreuves abandonnées depuis jeudi. J'ai acheté hier mon matériel de pêche et dès demain je partirai avec Polo terroriser les truites. Je suis d'une ravissante humeur et calcule déjà les dispositions pour aller moi-même t'arracher à l'océan. 3 semaines encore et je te vendangerai. Quel lyrisme, n'est-ce pas? Tu seras comme l'aragon d'Algérie, noire, presque vineuse, sucrée, juteuse. Et moi, à cause de ces longues marches, le long des torrents, sec et dur comme un sarment. Prends garde, cependant, à cet océan dont je suis terriblement jaloux. Demande au naturel les points dangereux et ceux qui sont propices. J'ai horreur du courage imprudent, et pardonne-moi celui qui t'aime de jouer les grands-pères et de t'importuner. Il est aussi que loin de toi, je ne supporte bien que la solitude. Mais écris-moi tout de même, que ma petite crise ne t'influence pas. Tu peux maintenant écrire quand tu veux. Je serai patient et heureux. Tu vois, ma beauté, ma chérie, tu tiens ma paix et ma joie entre tes mains fines et fortes. Ne les écarte pas. Garde-moi ce cœur dont je ne peux me passer et que je préfère à tout. Il suffit que je te sache à moi et la joie est ininterrompue. À bientôt, ma vigne noire, ma plage. J'imagine déjà ton goût salé sous ma bouche. Du haut des montagnes, un torrent d'amour vers toi. Albert. Hier, il a plu toute la journée et j'ai reçu ton petit mot, désolé pour samedi, et la lettre de vendredi où tu m'apprends ton évanouissement. Il a donc fallu toute la beauté déserte de ce pays et la vitalité inépuisable de nos amis les Martins pour me tirer un peu du mauvais état où je me trouvais après ces nouvelles. Je pense que ton petit malaise est dû au changement d'air et d'altitude, mais pour être complètement rassurée, j'aimerais que tu me dises toi-même ce que tu en penses et comment tu te portes maintenant. Quant aux divagations de ton cerveau, je suis absolument de ton avis et je crois comme toi qu'elles ne sont que l'effort que tu as fourni en mettant au jour cet homme révolté. Seule l'intelligence de Minerve, l'infatigable, n'a pas de limite et la tienne, fortement éprouvée, se repose à cette heure au bord de l'océan furieux. Minerve, je la rencontre tous les jours. Hier, elle s'est promenée avec moi. Nous étions seuls au petit matin, sur la plage immense, vierge de l'aube, longeant la rive d'une mer déchaînée sous la pluie battante. Nous chantions nos amours au vent du large par cette première lueur du monde, souillant avec volupté ce sable inexploité. Et je songeais, avec une douce volupté,
et une douce mélancolie que certainement, à cette minute-là, tu tissais bourdonnant un voile épais de doutes affreux. Mais que veux-tu, mon cher amour? Nous n'y pouvons rien contre la bêtise plate qui nous est dévolue. Elle est là pour nous faire mieux jouir l'heure venue de notre grand plaisir. Et nous devons nous en arranger. Doute donc, creuse-toi la cervelle, aiguise ta douleur, fouille ton cœur jusqu'au sang, souffle, crie. Ah, tout cela est si bon quand vient la fin. En attendant, moi, je pense à toi et me languis de toi comme jamais. Car pour la première fois, aucune amertume, aucune aigreur ne viennent brouiller ma tendre nostalgie. Aucun point d'orgue à notre merveilleux bonheur. Oh, peine perdue. Quelque chose manque à mes plaisirs, les plus personnels, les plus intimes, à eux-mêmes auxquels tu n'as jamais été mêlé. C'est à croire que nous sommes nés ensemble et que tu es partout où j'ai été. Et tout paysage sans toi à la lumière du passé. J'aimerais te raconter ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, mais nous devons partir au lac du Mochi pour nager, enfin, un peu. Et le temps me manque pour pouvoir m'attarder. Pense à moi avec confiance, en paix. Rejette les idées vilaines. Elles ne sont plus de saison. Je t'aime du plus bel amour. Rivé à toi, je me sens plus libre que jamais. On me donnerait la vie sans toi. Je n'aurais, il me semble, rien à combattre pour rester fidèle à ton souvenir. Rien ne me tente en dehors de toi. Vite, écris-moi. Maria a été engagée pour jouer dans la pièce de Camus, Les Justes. À Moscou, en 1905, un groupe de socialistes révolutionnaires projette d'assassiner le grand-duc Serge qui gouverne la ville en despote. La bombe doit être posée par Kaliaïev, un jeune terroriste, qui est le héros de la pièce de théâtre. Il vit pour ses idées et refuse tout compromis. La justice seule le guide et il refuse d'être gracié quand il est arrêté lors de l'attentat. Dora, elle, est tiraillée entre sa conception de la justice qu'elle partage avec Kaliaïev et son amour pour ce dernier. Le voyant aller vers une mort certaine, elle tente de le dissuader, nuançant alors ses positions politiques radicales. Kaliaïev n'a pas pu lancer la bombe contre le grand-duc à cause de la présence de 2 enfants. Mais il est prêt à refaire une tentative dans 2 jours. Juste avant d'aller l'accomplir, il s'entretient avec Dora. C'est la dernière fois que les 2 personnages se parlent. Kaliaïev et Dora se sont forgés une carapace pour les besoins de leur cause. Dora voudrait entendre une déclaration d'amour que Kaliaïev ne peut lui accorder. S'il l'aime, il n'osera pas lancer la bombe. Le rôle de Dora fut interprété par Maria Casares, celui de Kaliaïev par Serge Reggiani. L'amour? Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Oh, Dora, comment dis-tu cela, toi dont je connais le cœur? Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, le regard fixe. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fiers? L'amour court doucement les têtes, Yannick. Et nous avons la vie crève. Mais nous aimons notre peuple. Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un vaste amour, d'un amour sans appui. Nous vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Mais le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons?
Le peuple se tait. Quel silence. Quel silence. Mais c'est cela l'amour. Tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. Peut-être. C'est l'amour absolu, c'est la joie pure et solitaire. C'est celui qui me brûle, en effet. À certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose, s'il peut cesser d'être un monologue, s'il n'y a pas une réponse quelquefois. Oh, et j'imagine cela, vois-tu, Yannick. Le soleil brille, les têtes se courbent doucement, le cœur quitte sa fierté, les bras s'ouvrent. Ah, Yannick, si l'on pouvait oublier, ne fût-ce qu'une heure, l'atroce misère de ce monde, et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Oh oui, mon chéri, tu as raison. Cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment? Est-ce que tu aimes la justice avec tendresse? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cette douceur, cet abandon, ou au contraire avec la flamme de la révolte et de la vengeance? Tu vois. Et moi, m'aimes-tu avec tendresse? Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Je sais, mais ne vaut-il pas mieux aimer comme tout le monde? Je t'aime comme je ne suis pas n'importe qui. Tu m'aimes plus que la justice, plus que l'organisation? Je ne vous sépare pas, toi, l'organisation, la justice. Oh, mais réponds-moi, je t'en supplie, réponds-moi. M'aimes-tu dans la solitude, avec tendresse, avec égoïsme? M'aimerais-tu si j'étais injuste? Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Oh, mais tu ne me réponds pas. Dis-moi seulement, m'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Et où serais-tu donc? Je me souviens du temps où j'étudiais. J'étais belle alors, je riais, je passais mon temps à rêver, à me promener. M'aimerais-tu légère et insouciante? Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui, mon chéri, dis oui si tu le penses et si cela est vrai. Oui, face à l'injustice, devant la misère et le peuple enchaîné. Oh oui, je t'en supplie, malgré l'agonie des enfants, malgré ceux qu'on pend et ceux qu'on fouette à mort. Tais-toi, Dora. Mais non, mais il faut bien au moins une fois laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles, moi, Dora. J'attends que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné d'injustice. Tais-toi. Mon cœur ne me parle que de toi. Mais tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure? Ah oui, c'est vrai. Oh, ne sois pas fâché, mon chéri. Je n'étais pas raisonnable. Moi non plus, je n'aurais pas pu te le dire. Je t'aime du même amour, un peu fixe, dans la justice et les prisons. L'été, Yannick. Tu te souviens? Mais non. C'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Oh, pitié pour les justes. Mon amour, je ne sais pas si c'est la fatigue, le poids des répétitions supplémentaires ajoutées à celui du nombre des représentations qui commence à devenir sérieux, mais depuis hier, je ne puis plus supporter une phrase des justes. Ces chers révolutionnaires me sortent par les pores ainsi que leurs tourments. Et j'éprouve une peine physique à incarner cette pauvre Dora qui du coup se trouve complètement perdue et affolée. Par surcroît, je traverse une petite dépression nerveuse. Je ne peux pas dire une seule réplique sans bafouiller.
10 lettres seulement sont échangées entre elle et Albert à cause d'une grève, mais qui témoignent combien la double vie lui est difficile. Ils se sont quittés le 27 juillet, Albert rejoignant à l'hôtel l'Ermitage de Thonon-les-Bains son épouse et ses enfants qui y séjournent. Mon cher amour, j'espère que cette lettre te souhaitera la bienvenue à l'océan, à la canoë. Et si tu le veux bien, et si tu le peux aussi, tu pourras m'écrire sans trop attendre. J'ai besoin de toi et m'habitue mal à cet éloignement. Voici en tout cas mon adresse à l'hôtel d'Ermitage à Thonon-les-Bains. Provisoirement, je m'installe dans une ferme tout près de cet hôtel où se trouve ma famille. Tout cela a demandé plusieurs jours de désordre et de contestation. Et à vrai dire, c'est une solution de lassitude qui n'arrange rien. Je ne vois pas d'avenir possible. Et ce gâchis m'accable. C'est de moi, bien sûr, que je suis mécontent. Et mécontent est un mot faible. Mais cet état d'esprit ajoute au malheur sans pouvoir lui donner une solution. Je te porte collé. C'est une impression étrange de respirer avec quelqu'un. Je me sens malheureux en ce moment, mais du malheur de celui qui produit le malheur. C'est pourquoi penser à toi me soulage. Car il me semble, à tort ou à raison, que je t'ai aidé à vivre et que j'ai su, malgré tant d'obstacles, créer du bonheur en toi. Écrire ceci est d'une audace effrontée et punissable. Mais il n'y a que cette croyance qui me soutienne à mon tour aujourd'hui. J'écris ici pour toi, en tout cas, mon amour fidèle, l'amour de l'âme, de la chair et le besoin que j'ai de toi. Mon cher amour, que faire? Qu'inventer? Courage, je ne sais que penser. Oh, si je pouvais au moins te donner le bonheur que tu m'apportes pour que tu puisses en profiter à ton gré. Si je pouvais, en te rendant toute ta liberté, arriver à te procurer la paix et un peu de joie. Ah, si je pouvais. Mais la liberté, tu l'as, je te l'ai déjà dit. Seulement, qu'en feras-tu quant au reste? À l'amour que j'ai pour toi, mon chéri. Il est si grand, si grand. Il fait tellement mon corps avec moi-même que l'absence seule et cette angoisse que mon bonheur met en moi peuvent l'exprimer. Voilà. J'ai atteint ce moment dont j'ai tant rêvé, ce moment de détente absolue, de don total, d'intimité parfaite dont nous parlions lorsque les craintes nous séparaient encore. Et je ne sais quelle méfiance et quel orgueil jaloux. Ces derniers temps de vie presque commune passés à Paris et à Ermenonville justifient toute une existence. Et bien que j'en ai petit, j'en ai été si profondément comblée que j'en porte encore la satisfaction dans le cœur et sur le visage. Je suis heureuse. Je le dis, je le répète, je l'écoute, j'en rabâche les oreilles de ceux qui m'entourent. Et je ne fais rien, je n'entreprends rien pour ne pas me distraire. Le soleil lui-même m'en détournerait, il me semble. Et je lui tourne le dos pour qu'il ne m'écrase pas, pour qu'il ne brûle pas mon visage, mes yeux, les images que je promène avec moi. Cet état de béatitude qui doit ressembler au royaume des justes. Voilà pourquoi je ne travaille pas. Pour l'instant, je n'ai pas ma tête à moi, écartelée comme elle est entre mon rêve intérieur et la nécessité de me retrouver au poivron. Bon, mon chéri, j'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, j'essaierai d'être plus claire et de soigner mon style. Aujourd'hui, je t'aime. Et je te jette à la tête, mon amour, ma reconnaissance, mes craintes, ma passion, ma nostalgie. Je t'aime, prends soin de toi, ne fais aucune imprudence, travaille.
Travaille autant que tu le pourras, et pour le reste, arme-toi d'indulgence, de tendresse, de courage, mon cher amour. Maria. Mon cher amour, je n'attends pas de lettre de toi avant jeudi au plus tôt. Et pourtant le temps commence à me peser. Il y a eu hier une semaine que je t'ai quitté et je songeais cette nuit avec tristesse. J'ai hâte de savoir, de te voir par l'imagination. J'ai envie aussi de sentir ton amour. Je profite de cette inaction pour me mettre au travail. J'ai expédié mon courrier et demain, profitant de ma nostalgie, je vais essayer d'écrire le texte sur la mer dont je parle depuis longtemps et qui doit terminer mon recueil l'été. Pour le reste, rien n'a changé et cette vie me met dans une tristesse constante. En même temps, une envie irrésistible de vie heureuse et libre. J'essaie de t'imaginer devant la mer, mais je ne le peux pas. Tu me parais loin, perdu dans les embruns. Appelle-moi vite pour que je te retrouve enfin. Raconte-moi, dis-moi ce que devient ton programme de perfectionnement moral. Et après cela, dis-moi aussi comment tu pourras, mon amour. Je t'embrasse, ma douce, ma chère, ma belle. Tu vois, je me croyais endormi et somnolent près de ce lac endormeur. Et voilà que tu me réveilles. Je me fuis, Victoria, je ne sais plus où est le devoir. Je ne comprends pas. Ne me quitte pas. Le devoir est de rester auprès de ceux qu'on aime. Tiens ferme. Mais je suis trop fier pour t'aimer sans t'estimer. Mais qui t'empêche de t'estimer? Toi, que je vois sans défaillance. Oh, ne dis pas cela, pour l'amour de nous, ou je vais tomber devant toi et te montrer toute ma lâcheté. Car tu ne dis pas vrai, je ne suis pas si forte. Oh, je défaille. Je défaille quand je pense à ce temps où je pouvais m'abandonner à toi. Où est le temps où l'eau montait dans mon cœur dès que l'on prononçait ton nom? Où est le temps où j'entendais en moi crier terre dès que tu apparaissais? Oh oui, je défaille, je meurs d'un lâche regret. Et si je tiens encore debout, c'est que l'élan de l'amour me jette en avant, mais que tu disparaisses, que ma course s'arrête, et je m'abattrai. Ah, si du moins je pouvais me lier à toi, et mes membres noués au tien couler au fond d'un sommeil sans fin. Mais je t'attends. Que faites-vous? L'amour, bien sûr. Chut! Il est des mots qu'il ne faut pas prononcer. Vous devriez savoir que ceci était défendu. Regardez. Vous étiez suspect, vous voilà contaminé. Dommage. Un si joli garçon. Excusez-moi, mais je préfère les hommes aux femmes. J'ai particulier avec lui. Bonsoir.
Je hais ta beauté puisqu'elle doit me survivre. Maudite qui servira à d'autres. Là, je ne serai pas seul. Que m'importe ton amour s'il ne pourrit pas avec moi? Oh, lâche-moi, tu me fais mal. Tu as peur. Où sont les chevaux noirs de l'amour? Amoureuse quand l'heure est belle, mais viennent le malheur et les chevaux d'étal. Meurs du moins avec moi. Avec toi, mais jamais contre toi. Oh, je déteste ce visage de haine et de peur qui t'est venu. Lâche-moi. Laisse-moi libre de rechercher en toi notre ancienne tendresse. Et mon cœur parlera de nouveau. Je ne veux pas mourir seul. Et ce que j'ai de plus cher au monde se détourne de moi et refuse de me suivre. Oh, dans l'enfer, s'il le faut, Diego. Je te retrouve. Mes jambes tremblent contre les tiennes. Embrasse-moi pour étouffer ce cri qui monte du plus profond de moi, qui va sortir, qui sort. Laisse-moi te regarder. Non. Non, tu n'as rien. Aucun signe. Cette folie n'aura pas de suite. Reviens, c'est de froid que je tremble maintenant. Tout à l'heure, ta poitrine brûlait mes mains. Mon sang courait en moi comme une flamme. Maintenant... Non, laisse-moi seul. Je ne peux pas me soustraire à cette douleur. Reviens. Je ne demande rien d'autre que de souffrir de la même plaie, de me consumer de la même flamme dans un seul cri. Non. Je suis avec les autres désormais. Avec ceux qui sont marqués. Leur souffrance me fait horreur. Elle me remplit d'un dégoût qui jusqu'ici me retranchait de tout. Et finalement, je suis dans le même malheur. Ils ont besoin de moi. Si tu devais mourir, j'envierais jusqu'à la terre qui épouserait ton corps. Tu es avec les autres, ceux qui vivent. Je puis être avec toi, si seulement tu m'embrasses longtemps. Ils ont interdit l'amour. Je te regrette de toutes mes forces. Non, j'ai compris ce qu'ils veulent. Ils arrangent toutes choses pour que l'amour soit impossible. Mais je serai la plus forte. Et je ne suis pas le plus fort. Et ce n'est pas une défaite que je voulais partager avec toi. Je suis entière. Je ne connais plus que mon amour. Rien ne me fait plus peur. Et quand le ciel coulerait, je m'abîmerais en criant mon bonheur, si seulement je tenais ta main. Les autres crient aussi. Je suis sourde jusqu'à la mort. Ne pleure pas, Farouche. Oh, désespoir, pourquoi ce mal est-il venu? J'aurais bu ces larmes, et mes lèvres brûlées par leur amertume. J'aurais mis sur ton visage autant de baisers qu'il y a de feuilles sur un olivier. Oh, je te retrouve. C'est là notre langage que tu avais perdu. Oh, laisse-moi te reconnaître. Toi aussi, tu as peur. Oh, ne crains rien. Viens. Quelle solitude! L'état de siège, lors de sa création à Paris, a obtenu sans effort l'unanimité de la critique. Il y a peu de pièces qui aient bénéficié d'un éreintement aussi complet. Ce résultat est d'autant plus regrettable que je n'ai jamais cessé de considérer que l'état de siège parmi mes écrits est peut-être celui qui me ressemble le plus. Mon but avoué était d'arracher le théâtre aux spéculations psychologiques et de faire retentir sur nos scènes murmurantes des grands cris qui courent ou libèrent aujourd'hui des foules d'hommes. Nous sommes en août 1953. Albert et Maria rêvent de se retrouver
en septembre à Lacanau, avant les épreuves qui les attendent à leur retour à Paris. À cause de la grève qui n'en finit pas, ils n'échangeront que peu de lettres. Maria lui conte la félicité qu'elle trouve ici. Albert lui fait part de toute sa détresse d'amants séparés, en proie à la culpabilité et à l'impossibilité de vivre sans elle. Mon cher amour, ta lettre m'a été douce et m'a rendu heureux. Ton bonheur et ta joie m'aident à vivre en ce moment. La crise est passée, les choses vont plus doucement. Mais c'est moi qui désespère un peu maintenant de ma vie personnelle et aussi de mon métier, de tout ce que je fais. Mais c'est le contre-coup inévitable et je t'en écrirai une autre fois si cela dure. Tu me manques. Je suis vide et creux et amolli. Je me fais l'impression d'être une vieille barque que le flux, en se retirant, a abandonnée sur une grève disgracieuse. J'attends la marée et mon océan personnel. Soulève-moi, mon amour. J'ai confiance, j'ai abandon et j'ai certitude en tout ce qui nous concerne. Les jours passent, il est vrai, et tu t'approches, mon amour. Je t'embrasse. Je lèche ta peau salée. Je t'aime. Mon cher amour, me voici de nouveau comme la dernière fois, sourde et aveugle, séparée du monde et de toi. Est-ce que cela va durer longtemps? Il y a toujours ce superbe soleil qui nous a accompagnés depuis notre arrivée. Il y a eu un imposant orage de nuit qui incendiait et inondait les dunes à perte de vue. Il y a eu la nuit, la peine nostalgique du lac Louchik. Il y a le sable brûlant les pieds, le dos, le ventre. Il y a une mer connue, plus familière, qui livre déjà ses secrets, que je commence à parcourir sans crainte, sûre de mon chemin. Il y a les bains d'écume, le claquement des vagues et ces minutes profondes, infinies le soir après le bain, dans les dunes et dans le petit jardin du Poivron, ces moments irremplaçables de détente sacrée. Il y a aussi les repas silencieux dans le soleil, à l'ombre du pommier, les corps épuisés et repus, les cris déchirants à la vue d'une grosse araignée, d'un crapaud, les longues promenades solitaires sur la grève, nues au soleil. Ah, l'orage des mouches, les horizons de chiens, les bons petits plats toujours variés, bien cuisinés, avec amour et gourmandise par l'un ou l'autre, la cueillette des pommes, les compotes qui embaument le sommeil. Oh, la douce existence, oui, l'existence d'ici est bonne, douce, terriblement tentante, mais tu n'y es pas. Et c'est là, ma seule, ma brûlante impatience. Je me porte de plus en plus mal sans toi, et il faut que je trouve ici un vrai paradis pour pouvoir supporter cette existence. Je n'ose rien te demander sur ton séjour. Je fais sans cesse des vœux pour toi et les tiens. J'aimerais qu'une solution heureuse pour nous vienne éclairer tes journées et calmer tes nuits. Oh, la vie est si brève et les joies sont faciles à obtenir. Si faciles et difficiles. Mais j'arrête, car si je continue, je vais te parler dans peu de temps du ciel bleu et de la mer verte. Je t'aime. Je t'embrasse éperdument.
c'est aujourd'hui ta fête. Et moi, je te salue pleine de grâce, mais de loin, et sans que tu m'entendes. Le silence des grèves et la misère te séparent du fruit de tes entrailles. Mais je veux t'écrire mes vœux ici, pour que tu les retrouves plus tard, et que tu saches que ma pensée ne te quitte pas. Je te souhaite gloire et tendresse, mon cher amour, puisque tu as dit que c'était là tes vœux en partie comblés. Et je te souhaite la force de vivre, la joie, l'éclat du visage et du cœur, la puissance du corps et de l'esprit. Je t'embrasse enfin comme il y a bien longtemps que je ne l'ai fait. Par la force des choses, la vie ici s'est stabilisée, et il me semble que Francine va mieux, mais je l'ai vue au bord du pire. Moi aussi j'étais fatigué intérieurement. J'ai travaillé et écrit à peu près mon texte sur la mer. Il est curieux. Mais c'est un fait que j'écris des curieuses choses en ce moment. J'ai lu aussi de gros et savants ouvrages où éclate et pue le cancer de l'époque, et j'ai enrichi ma connaissance du nihilisme. J'ai hâte que tout cela, que ce mois finisse. J'ai hâte de fin de vivre. Je me sens quant à l'essentiel sous-alimenté. Il me manque mon pain brun, l'eau de ta bouche et ta tendresse, et je t'aime si clairement, si fortement, en ce moment que je peux presque prédire l'avenir. Je t'embrasse, ma douce, ma belle, pas d'imprudence surtout, conserve-toi et garde-moi ma fontaine, je t'embrasse passionnément. Albert et Maria échangent encore 2 autres lettres. Certains passages laissent entendre qu'ils redoutent que la vie à Paris ne redevienne trop difficile. Maria appréhende fort de revenir dans cette ruche grouillante et répond à Camus par quelques mots posés au verso d'une carte postale de la villa Le Poivron. Et comme pour le convaincre de venir la rejoindre, elle écrit au recto dans le ciel, au-dessus du paysage, « Voici ma maison. La photo est prise des dunes. Ce que tu vois du Poivron représente l'entrée des communs. » Puis suivent 3 télégrammes adressés par Albert, dont l'un parvient à Maria le 26 août, auquel elle répond par une dernière missive le jour même, dans laquelle on peut lire « Si du moins nous pouvions pendant les premières semaines du mois de septembre nous ménager quelques semaines supplémentaires, nous tâcherons de le faire, hein, mon amour. » Albert répondra aussitôt le 27 août 1953 par télégramme « Serait demain, fin de journée, à la Canon. Tendresse, Albert. » Finalement, lui qui avait tout contesté, tout remis en cause, n'avait jamais aimé que la nécessité. Il avait connu l'émerveillement, la passion et même les instants de tendresse. Mais chaque instant l'avait relancé vers d'autres êtres. Il n'avait rien aimé pour finir de ce qu'il avait choisi. Sinon, peu à peu, ce qui s'était imposé à lui. Avec Maria, ils étaient inconnus l'un à l'autre. Il comprend qu'on ne peut remonter le temps, empêcher l'être aimé d'avoir été. L'amour véritable n'est pas un choix, ni une liberté. Il est l'inévitable. Et la reconnaissance de l'inévitable. Et lui, vraiment, n'avait aimé que l'inévitable. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à aimer sa propre mort. Le Parlez-moi d'amour, dont ces échanges épistolaires de 2 monstres sacrés, prendra fin le 30 décembre 1959,
juste avant la disparition d'Albert Camus, le 4 janvier 1960. Maria, malgré la pathétique disparition d'Albert, n'assista pas aux obsèques de son amant, l'homme qui ne put jamais choisir entre elle et sa femme. Cet homme qui eut à nouveau une nouvelle maîtresse au cours des toutes dernières années de sa vie. Cependant, on peut penser que Maria a pu dans son cœur, son âme, et dans sa douleur du moment, ressentir tout l'amour qu'elle eut pour cet homme, et y faire vibrer un hymne d'amour éternel, et le rejoindre. Racine, Bérénice. Les adieux de Bérénice à Titus. Mon cœur vous est connu, Seigneur, et je puis dire qu'on ne l'a jamais vu soupirer pour l'Empire. La grandeur des Romains, la pourpre des Césars n'ont point, vous le savez, attiré mes regards. J'aimais, Seigneur, j'aimais. Je voulais être aimé. Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmé. J'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur et vous m'aimez toujours. Votre cœur s'est troublé, j'ai vu couler vos larmes. Bérénice, Seigneur, ne vaut point tant d'alarmes, ni que par votre amour l'univers malheureux, dans le temps que Titus attire tous ses vœux et que de vos vertus il goûte les prémices, se voit en un moment lever ses délices. Je crois depuis 5 ans jusqu'à ce dernier jour vous avoir assuré d'un véritable amour. Ce n'est pas tout. Je veux, en ce moment funeste, par un dernier effort couronner tout le reste. Je vivrai, je suivrai vos ordres absolus. Adieu, Seigneur. Régnez, je ne vous verrai plus.